Donc ce soir, c'est la première soirée de la rentrée 2012 à la librairie. C'est avec honneur que nous recevons Véronique Boudon-Millot et Jacques Joanna pour cette très belle parution Galien de Pergame, un médecin grec à Rome, qui est en librairie donc depuis lundi dernier. Véronique Boudon-Millot est une ancienne élève de l'UNS, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est directrice de recherche au CNRS et elle dirige le laboratoire de médecine à la Sorbonne. Voilà. C'est son premier ouvrage en dehors de l'édition des textes de Galien. Elle en a plusieurs à son actif dans la collection des universités de France. Jacques Joanna est bien entendu directeur de la collection des universités de France, membre de l'Institut et professeur émérite de la Sorbonne. Voilà. Donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de parler d'abord un petit peu de Galien en lui-même. Donc c'est un médecin grec qui a exercé au IIe siècle à Pergame, puis à Rome. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu mieux donc l'homme et son époque? Alors, je crois que le titre dit déjà l'essentiel. Un médecin grec, né à Pergame, c'est-à-dire à l'époque en Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, et dont l'essentiel de la carrière se déroule à Rome. Alors, pour ce qui est de l'état des lieux, on va dire politique, on est au IIe siècle de notre ère. C'est le moment de l'apogée de l'Empire romain, le moment où les frontières ont leur plus grande extension, mais aussi le moment où les barbares commencent aux frontières à essayer de repousser ces mêmes frontières. Et d'ailleurs, Marc Aurèle va passer plus de temps à combattre les barbares qu'à Rome, dans sa capitale. D'un point de vue culturel, c'est ce que l'on a appelé la seconde sophistique, c'est-à-dire un mouvement intellectuel qui va privilégier la rhétorique, l'éloquence, et on va retrouver bien sûr des traces de tout cela dans l'œuvre de Galien. Et puis, si on essaye de se rapprocher un petit peu plus du milieu qui a vu naître Galien, dans cette ville de Pergame, eh bien, Galien naît, comme il le dit lui-même, à l'ombre de l'Asclépion, c'est-à-dire du temple d'Asclépios, qui, pour tenter une comparaison un peu moderne, était le Lourdes de l'époque. On venait, quand il n'y avait plus d'espoir, chercher la guérison auprès du Dieu. Et donc c'est dans ce milieu où la médecine a déjà toute son importance que Galien va grandir au sein d'une famille provinciale très aisée, la fortune personnelle de son père lui permettant de mener les très longues études qu'il va ensuite pouvoir mener. D'accord. Il brique tout d'abord un mandat comme médecin des gladiateurs, ce qui est un domaine assez particulier. Il a pu y démontrer rapidement un certain savoir-faire. Quels furent ses maîtres à Galien et son accueil comme jeune médecin par la profession? Et en quoi consistaient donc ses mandats auprès des gladiateurs? Alors, ses premiers maîtres, si on accepte son père, qui va lui apprendre les rudiments, l'arithmétique, les mathématiques, puisque son père était lui-même architecte et géomètre, ses premiers maîtres furent des philosophes, car Galien a commencé par des études de philosophie à l'âge de 14 ans. Et il ne va aborder les études de médecine qu'à partir de 16 ans, ce qui peut nous paraître jeune, mais à l'époque on était médecin à 17 ans, comme en attestent certaines inscriptions. Et à l'école de ces philosophes, il va être profondément déçu. Il sera frappé par le fait que ces philosophes se contredisent sans arrêt entre eux, soutiennent le pour et le contre, sans jamais asseoir leur démonstration sur des preuves mathématiques. Il se tourne vers la médecine et ses premiers maîtres appartiennent à sa ville natale, Pergame, mais très vite, après la mort de son père, il entame un grand voyage d'études qui va le mener à travers tout le bassin méditerranéen jusqu'à Alexandrie. Et Alexandrie, c'est une étape très importante dans sa formation parce que c'est le seul endroit dans le monde romain à l'époque où on pratique encore la dissection. Et il va découvrir évidemment l'anatomie en détail. Lui qui n'avait pu disséquer que sur des animaux va pouvoir disséquer sur des corps humains. Et de retour à Pergame, auréolé de cette expérience acquise à Alexandrie, il va briguer la charge très recherchée de médecin des gladiateurs. Et comme il n'y avait pas de diplôme de médecine, il fallait prouver qu'on était le meilleur médecin en faisant une démonstration publique. Et il nous raconte
qu'il a remporté cette charge en prenant un singe vivant, en lui ouvrant le ventre, en lui sortant les intestins, et qu'il avait réussi à remettre tout cela en place, à recoudre correctement, à réussir les sutures appropriées, et que le singe était reparti vivant. Il aurait ainsi remporté et convaincu le grand prêtre de Pergame de lui confier la charge de médecin des gladiateurs. Ce qui est frappant quand on lit votre ouvrage, c'est que revient très, très fréquemment cette spécialité du pouls, la sphygmologie, que moi, par exemple, j'ai totalement découverte à ce moment-là. Il a été également le premier à mettre en relation les maladies de l'âme avec l'état du corps. Donc, est-ce que ça, vous pouvez nous le développer, ou si vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Vous avez tout à fait raison, et Galien lui-même va beaucoup insister sur cet aspect de son enseignement et de sa pratique, donc la sphygmologie. Alors, le pouls, parce que quand on dit l'époux, il peut y avoir une ambiguïté, mais le pouls revêt tellement de formes qu'il mérite le pluriel. Et Galien en a décrit 27 variétés. Alors, il y avait un pouls qui pouvait être frétillant, sautillant, lent, court, petit, gros, rapide, etc. Et il y en avait un qui était formicant, parce qu'il imitait le mouvement d'une fourmi, vermiculaire, qui imitait le mouvement d'un ver sur l'artère. Et Galien est très fier de mettre son expérience en sphygmologie en avant, parce que c'est une science qui ne peut pas s'apprendre dans les livres. Il faut avoir pris le pouls, avoir l'expérience de la sensation pour pouvoir différencier ces différents pouls. Et il a lui-même consacré 16 livres à cette spécialité, à cette discipline. Et il se vantait évidemment d'être le spécialiste en son temps de la sphygmologie. Un autre aspect qui peut expliquer cette mise en avant de la sphygmologie, c'est que c'est vraiment une spécificité, j'allais dire, galénique. Bien sûr, avant lui, certains l'avaient développée, mais surtout, Hippocrate, lui, n'en avait pas parlé. Donc c'est quelque chose qui se développe entre Hippocrate et Galien, qui va arriver à atteindre son apogée avec Galien. Et il y a deux expériences qu'on peut très brièvement rapporter, parce qu'elles sont amusantes, et puis parce qu'il y a ce côté théâtral qu'il y a toujours dans les petites anecdotes que nous rapporte ainsi Galien. Alors il y en a une qui est plus sérieuse que l'autre. On va peut-être commencer par celle-là. C'est quand il a eu la première fois l'occasion d'approcher l'empereur Marc Aurèle. Il a été appelé en son palais, et Marc Aurèle avait des coliques, avait mal au ventre. Et ses médecins habituels n'arrivaient pas à le soulager. Et Galien est convoqué, mais reste en dehors, reste un peu en arrière dans la pièce. Et Marc Aurèle interpelle Galien et lui dit: « Tu es le seul qui n'a pas pris mon pouls, pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Et Galien dit: « Je n'ai pas l'habitude de prendre ton pouls quand tu es dans un état normal. Je ne serais pas capable de mesurer l'écart entre la normalité et la pathologie que tu présentes aujourd'hui. » Et Marc Aurèle a été très séduit par la sagesse de cette réponse et a dit: voilà, nous avons, Galien le dit, malheureusement chez Marc Aurèle on n'a pas confirmation de ses dires, Marc Aurèle aurait dit: voilà, nous avons le meilleur médecin, c'est Galien. Dans un autre cas, Galien est appelé de la même façon par un certain Justus, qui se plaint que sa femme souffre d'insomnie terrible depuis de nombreuses nuits. Le médecin est là, répond, comme c'est de coutume, aux réponses concernant sa femme. La femme ne prend pas la parole, le dialogue s'engage entre le mari et le médecin. Et la jeune femme se tourne contre le mur et refuse de coopérer. Le médecin lui prend le pouls, ne décèle rien d'anormal et repart de la consultation très embêté parce qu'il ne sait pas si la cause est physique ou psychique. Si elle est psychique, ce serait qu'il y a un accès de bile noire. Et si elle est physique, ce serait un chagrin. Alors Galien va revenir le lendemain matin, parce qu'il n'aime pas que les choses lui résistent, et il va interroger les servantes. Et il va comprendre très vite que la jeune femme est amoureuse d'un danseur, du nom de Pylade. Et quand il a enfin l'occasion de revenir auprès de la jeune femme, il lui prend le pouls et il prononce
parmi tant d'autres, le nom de Pylade. Et au moment où est prononcé le nom de Pylade, le pouls s'accélère et il a confirmation de son diagnostic. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est s'il l'a livré ensuite au mari. Ça, on ne sait pas. Avec des scrupules. Donc effectivement, il est en 169, excusez-moi, rappelé à Rome au chevet de Marc Aurèle. C'est un médecin assez particulier parce qu'il va aussi exercer sous Commode, Pertinax et Septime Sévère. Alors comment passe-t-on d'un médecin gladiateur à médecin de l'empereur? Et surtout, comment le reste-t-on médecin de l'empereur? Alors, il n'était pas à proprement dit médecin de l'empereur. L'empereur était entouré de médecins qui étaient attachés à son service et le premier d'entre eux portait le titre d'archiatre, semble-t-il. Un titre que Galien ne revendique pas pour lui-même et qu'il n'a sans doute jamais porté. Il ne dormait pas au palais, comme dormaient les médecins de Marc Aurèle, mais il pouvait être appelé en cas de nécessité. Alors comment devient-on, sinon médecin de l'empereur, proche de l'empereur, en réussissant à lui apporter donc un soulagement lors de l'épisode des fameuses coliques, car il n'a pas pris le pouls de Marc Aurèle, mais il lui a prescrit le médicament, vraisemblablement une sorte d'évacuant qui l'a soulagé, puisque le lendemain, Marc Aurèle se portait beaucoup mieux. Et il a surtout accepté, dans un premier temps, de soigner les pestiférés, puisqu'il y a eu une terrible épidémie de peste, dans le camp militaire où passaient ces quartiers d'hiver Marc Aurèle et son armée, avant de lancer une grande offensive sur le Danube. Alors, voilà ces armes, ces faits de guerre, mais il n'ira pas plus loin car il va refuser de suivre l'empereur en campagne et de le rejoindre sur les rives du Danube. En revanche, il va s'attacher la reconnaissance de l'empereur car il sera le seul à lui préparer la fameuse thériaque que Marc Aurèle aimait tant. Alors cette thériaque, en deux mots, c'est un médicament présenté comme une panacée qui réunit plus de 70 ingrédients, dont la chair de vipère, mais dont surtout de l'opium. Et apparemment, cela faisait dormir Marc Aurèle, qui souffrait de terribles insomnies. Et à la mort du pharmacien en chef, qui préparait habituellement la thériaque pour Marc Aurèle, sur les rives du Danube, écrit à Rome et dit « Je souhaite que ce soit Galien qui maintenant prépare ma thériaque parce qu'il était à côté de celui qui la préparait pour moi auparavant et qu'il domine parfaitement la recette. » Et c'est ce qu'a fait Galien pendant les années qui restèrent à vivre à Marc Aurèle. Et il a été très déçu de ne pas pouvoir le faire pour Commode, qui n'aimait pas du tout la thériaque. Mais fort heureusement, Septime Sévère, lui, la goûtait de nouveau beaucoup, donc il a pu reprendre du service. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que, comme vous le dites, médecin, mais aussi pharmacien. Galien va chercher les composants de ces remèdes partout où il peut pour être absolument sûr de leur traçabilité, si je puis dire, et ainsi s'assurer cette réputation également de faire les meilleurs remèdes puisque suivis depuis le début. Il y a quelques anecdotes qui sont assez amusantes sur... Alors la traçabilité, vous avez raison, ça n'est pas un anachronisme, parce qu'à l'époque, il y avait un marché des simples, on disait les simples, qui donnait lieu à beaucoup de malversations. Et comme certaines plantes, ou certains minéraux, ou certains ingrédients animaux étaient très difficiles à se procurer, particulièrement pour réaliser la fameuse thériaque, on pouvait être tenté de substituer un ingrédient à un autre. Et on pouvait être tenté aussi, les marchands de simples ne s'en privaient pas, de vendre sous un autre nom une plante qui n'était pas ce qu'on croyait acheter. Alors Galien, lui, ne fait pas confiance aux pharmaciens. Il veut aller à la source. Et ses nombreux voyages lui permettent effectivement de connaître, de choisir, d'acheter les ingrédients. Étant à Rome, il est également à l'endroit rêvé. C'est le centre évidemment de l'Empire, c'est là où arrivent
toutes les denrées de l'Empire, et il y a les magasins impériaux qui regorgent de tout ce dont on a besoin et de toutes les épices qui viennent de l'Orient. Mais il a plus que ça, il a les ingrédients, mais il a surtout les recettes. Et il a acheté, hérité, car il y a eu plusieurs voies, des recueils de recettes extrêmement précieux, dont la perte lui causera beaucoup de peine, bien qu'il ne veuille pas reconnaître le chagrin causé par la perte de ces recettes, lorsque tout va brûler lors de l'incendie de Rome de 192. Et aujourd'hui, le nom de Galien est beaucoup plus connu certainement des pharmaciens que des médecins. Les pharmaciens prêtent le serment de Galien, qui n'a jamais existé, mais enfin ils le prêtent. Et les œuvres pharmacologiques de Galien représentent 3500 pages. Donc c'est une œuvre pharmacologique absolument considérable qui recueille tout ce qui a été fait avant aussi. Hein, évidemment, il n'a pas tout écrit, tout composé, tout inventé, mais il est celui qui va recueillir un héritage accumulé là aussi depuis des siècles. D'accord. Alors justement, dans ces remèdes, il semble qu'il y en ait eu au moins un qui soulage, qui ait pu soulager ponctuellement les pestiférés. Et vous avez d'ailleurs dans l'ouvrage des passages très impressionnants qui décrivent la réalité de la peste au IIe siècle, dont certains détails d'ailleurs assez intéressants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était un peu la réalité médicale du fléau de la peste? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que ce fameux remède qui pouvait en soulager certains qui, après, ne mouraient pas tous sous Galien en tout cas? Alors, la peste en grec, c'est l'oïmos, et c'est une mauvaise traduction pour un mot qu'on peut traduire parfois par pestilence, et qui, selon les historiens de la médecine, serait en réalité une épidémie de variole. Donc c'est la variole qui aurait ainsi déferlé dans l'Empire à partir de 166, la première attaque de variole. C'est lors du siège de Séleucie, et c'est les armées de Lucius Verus qui rapportent cela d'Orient, et pendant plus de 20 ans, ces épidémies de variole vont décimer l'Empire à intervalles plus ou moins réguliers. Alors évidemment, les médecins sont complètement démunis, on a des descriptions, vous y avez fait allusion, tout à fait terribles, de plaies, c'est pour ça qu'on pense à la variole, hein, des pustules absolument affreuses, des croûtes noires, dit Galien, et qui ressemblent à de la cendre. Les malades sont pris de fortes fièvres, vomissent, diarrhée. Et les seuls remèdes que l'on ait, c'est pour faire tomber la fièvre. Ce sont des évacuements. On pense que ceux qui ont des chances de s'en sortir sont ceux qui vomissent, qui ont la diarrhée, etc. Toujours derrière, avec cette image d'une médecine immorale qui fait qu'il faut évacuer ces mauvaises humeurs qui sont dans le corps et qui cherchent à sortir d'ailleurs par ces pustules varioliques. Et il nous dit avoir eu un seul médicament avec lequel il a obtenu quelques résultats à base de terre d'Arménie qu'il faisait boire à ceux qui étaient malades. Et il nous dit que ceux qui n'en ont pas réchappé, bien qu'ayant pu disposer de ce remède, étaient de toute façon incurables, devaient de toute façon mourir. Quant au fait que certains ne soient pas morts, dans toutes les épidémies, il y a des gens qui survivent, sinon l'espèce humaine serait éteinte sans doute. Et je ne crois pas que le rôle de Galien, malheureusement, ait été très déterminant dans ce cas particulier. On va terminer sur l'aspect de Galien philosophe. C'est effectivement un lecteur, un commentateur, mais aussi un écrivain infatigable. Vous dites d'ailleurs que son œuvre est un véritable continent. Il y aurait plus de 150 traités conservés qui constituent plus de 20 000 pages dans l'édition de référence de Leipzig. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment se décompose cette œuvre? Voilà. Alors, je peux vous parler de l'œuvre et après vous dire quelle est la part des œuvres peut-être réservées à la philosophie, puisque malheureusement il y en a peu. Alors, vous l'avez dit, plus de 20 000 pages dans l'édition de référence, dont il est paru à Leipzig à partir de 1821. Et on peut peut-être aborder cette œuvre
comme Galien nous recommande de l'aborder. À la fin de sa vie, Galien a eu conscience d'avoir accumulé un tel savoir qu'il s'est dit qu'il fallait donner un guide au lecteur pour se reconnaître, pour trouver son chemin dans cette œuvre. Et il a écrit ce guide bibliographique qui s'appelle « Sur l'ordre de mes propres livres » et « Sur mes propres livres ». Donc on sait en tout cas comment Galien voulait être lu. Alors d'abord, il faut commencer par les ouvrages pour les débutants, parce que Galien a pensé aux débutants. Et c'était un enseignant aussi. Donc vous avez tout un ensemble d'ouvrages sur les débutants. Il y a par exemple un ouvrage sur le pouls pour les débutants. Parce que les 16 livres à aborder d'un seul coup, ça faisait beaucoup. Ensuite, il faut commencer par l'anatomie. Ça c'est très important, puisque ça va être la base sur laquelle on va construire la physiologie, puis la thérapeutique. Et à l'intérieur de la thérapeutique, on a déjà dit quelle était la part importante occupée par la pharmacologie, mais il y a aussi, évidemment, tout ce qui est, dans sa méthode thérapeutique, il le dit très bien, tout ce qui est soin des fièvres. Les fièvres sont un chapitre majeur de la médecine antique. Soin des blessures aussi. Il avait l'expérience acquise, on l'a dit, auprès des médecins des gladiateurs. Et puis, ensuite, il y a cette partie philosophique où le médecin réfléchit sur ce qu'est son art. Donc on peut ranger dans cette partie plus réflexive, on va dire, tout ce qui concerne l'art médical. Un traité intitulé, son titre est assez parlant, « Que l'excellent médecin est aussi philosophe ». Et puis des titres, car on ne connaît plus que les titres d'œuvres consacrées à la comédie, avec une grande place par exemple réservée à Aristophane, au vocabulaire de la comédie, aux grands philosophes qui étaient Platon, Aristote, qu'il a abondamment commenté, mais aussi Épicure, avec lequel il a une relation beaucoup plus conflictuelle, mais qu'il va commenter justement pour expliquer en quoi l'atomisme n'est pas, selon lui, une théorie qui, en médecine, peut apporter quelque chose. Et cette œuvre philosophique, certainement considérable, nous l'avons en très très grande partie perdue, et ce qui donne encore plus de valeur au traité dernièrement retrouvé, le Ne pas se chagriner, où Galien va revenir sur les thèmes qui sont ses thèmes de prédilection, et tout ce qu'il a écrit aussi sur les relations entre l'âme et le corps, dont on n'a peut-être pas eu beaucoup de temps de parler, mais qui montre aussi ses préoccupations dans ce domaine. Ben, très bien, ça me fait ma transition toute trouvée pour poser à présent quelques questions à Jacques Joannas. Si vous le voulez bien, on va passer donc maintenant à l'édition des textes de Galien disponibles. Justement, vous avez fait paraître très récemment dans la collection des universités de France « Ne pas se chagriner », dont le manuscrit a été retrouvé il y a très peu par Antoine Pietro Belli, qui je crois est là d'ailleurs, et qui relève d'une véritable épopée philologique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce texte? D'abord ce qu'il nous dit, ce qu'il raconte, et comment il a été retrouvé. Merci. Alors vous parlez d'épopée philologique, ce n'est pas totalement faux. Mais je ne suis pas un aède capable de chanter la découverte et les combats autour du trésor mis au jour. En fait, la découverte est d'autant plus merveilleuse qu'elle nous plonge dans le quotidien. Ce qui a été retrouvé, c'est une simple lettre de Galien, mais que de détails nouveaux et passionnants que vous retrouverez dans la biographie de Véronique. C'est une lettre envoyée par Galien en réponse à un de ses amis de Pergame qui avait appris avec étonnement que Galien ne s'était pas chagriné alors qu'il avait subi des pertes considérables lors du gigantesque incendie de Rome en 192. De fait, le dépôt de la voie sacrée, où Galien avait mis tout ce qu'il avait de plus précieux avant de partir de Rome pour la Campanie, avait été anéanti par le feu et probablement aussi par l'eau. Dans une première partie de la lettre, Galien fait le bilan de l'ampleur des pertes qui auraient dû susciter son chagrin. Il passe rapidement sur les pertes matérielles, comme l'argenterie, et insiste en médecin cultivé et en écrivain
sur la perte de ses instruments chirurgicaux, de ses médicaments, des livres de sa très riche bibliothèque qui contenait, comme vous l'avez vu, 2 livres de recettes uniques, des éditions rares de médecins, de grammairiens et de philosophes, ainsi que ses propres livres, dont beaucoup sont devenus irremplaçables parce que les bibliothèques publiques du Palatin avaient été également incendiées. Dans la seconde partie de la lettre, Galien va répondre à la question fondamentale posée par son correspondant. Malgré toutes ces pertes, pourquoi ne s'est-il pas chagriné? Cela tient à une bonne nature, à une bonne éducation, à un détachement des choses humaines qui lui vient en partie de son père, et aussi à un exercice spirituel qu'il pratiquait chaque jour en imaginant chaque fois le pire. Cette brève présentation ne suffit pas pour donner une idée précise de cette lettre éblouissante dont personne ne contestera l'authenticité. Elle nous apprend du nouveau sur Galien, bien qu'il ait souvent parlé ailleurs de lui-même, sur sa résidence en Campanie, que l'on ne connaissait pas, et sur ses exercices spirituels, que l'on ne connaissait pas non plus, sur le contenu de sa bibliothèque et sur ses propres livres qu'il ressuscite devant nous alors qu'ils ont été brûlés. Belle revanche de l'écrit sur le feu. Et plus largement sur l'histoire de Rome, l'incendie des bibliothèques et la dureté des temps sous le règne de Commode. C'est le témoignage le plus ancien que l'on ait sur cette période-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette lettre que Galien range dans ses œuvres de philosophie morale, je ne puis qu'en conseiller la lecture. Je ne fais pas de promotion. Elle est facile et captivante et toujours d'actualité. L'incendie du dépôt des belles lettres, où tous les livres ont brûlé, est encore présent dans les mémoires, ainsi que les efforts de ceux qui ont œuvré d'arrache-pied pour la réimpression, et nous étions là. Venons-en à la deuxième partie de la question. Comment ce texte a-t-il été redécouvert? Quand une découverte aussi exceptionnelle se produit, il n'y en a pas eu de semblable pour Galien depuis la Renaissance. Il convient d'en fixer le plus rapidement possible ce qu'il en est exactement du ou des découvreurs. Le début de la notice au ne pas se chagriner donne des indications très précises, il convient de s'y reporter. Mais je voudrais adopter ce soir une perspective un peu plus large, dans la conviction que le présent ne peut pas se comprendre sans l'éclairage du passé. On peut dire que toute découverte est dans une certaine mesure le fruit du hasard, mais elle ne se comprend que dans un environnement précis. En l'occurrence ici, le séminaire hippocratique de la Sorbonne, qui avait été fondé par mon maître Fernand Robert, que j'ai poursuivi, élargi et consolidé en l'institutionnalisant sous forme d'unité de recherche associée avec le CNRS. En 2001, j'ai passé le flambeau de la direction de l'unité à Véronique, qui a été la disciple la plus brillante en médecine grecque. Et en 2004, lorsque j'ai pris ma retraite, je lui ai légué les étudiants qui avaient commencé à travailler sous ma direction, et il y en a 2 ici. Un de mes derniers disciples, Antoine Pietrobelli, à qui j'avais confié l'édition du commentaire de Galien au régime dans les maladies aiguës lors de l'année préparatoire de sa recherche, DEA, devenu maintenant Master 1, Master 2, a donc poursuivi sa recherche pour la thèse sous la direction de Véronique. C'est alors qu'étant au monastère des Vlatades, à Thessalonique,
pour collationner des microfilms du mont Athos. En vue de sa thèse, Antoine Pietrobelli découvrit, en consultant le catalogue imprimé des manuscrits du monastère, l'existence d'un manuscrit important comportant des œuvres de Galien qui avait échappé à tous les éditeurs européens du XXe siècle. Dieu merci, je n'ai pas édité de Galien. Pietrobelli a immédiatement prévenu sa directrice. Nous sommes allés avec Véronique voir le microfilm du manuscrit pour faire un inventaire du contenu. Et c'est là que nous sommes tombés sur une lettre de Galien non signalée dans le catalogue. Véronique, qui connaissait parfaitement les œuvres de Galien, car elle était en train d'éditer les 2 écrits biobibliographiques dont elle a parlé, a subodoré que c'était le ne pas se chagriner. Ce qui s'est confirmé être exact de retour à Paris par la comparaison avec les quelques citations perdues du traité dans la tradition arabe. Je lui ai alors suggéré d'éditer le texte et de le traduire dans les mélanges qui étaient préparés en mon honneur. C'est ainsi que l'édition Princeps est parue en 2007. Ce fut une bombe philologique à fragmentation qui atteignit tous les spécialistes de Galien et autres chasseurs de nouveautés dans la communauté internationale. Vous voyez que je commence à être épique. Et pour éviter que la découverte française ne soit engloutie par le tsunami qui a déferlé de toutes parts, j'ai jugé bon d'intervenir et de contribuer activement à l'édition dans la collection des universités de France, co-signée de Véronique Boudon-Milot et de moi-même, avec la collaboration d'Antoine Pietrobelli, qui avait découvert le manuscrit, pour parachever l'intervention de l'équipe française. Voilà la fin du premier chant de l'épopée philologique. Cette épopée se poursuit et se poursuivra par une masse d'articles où les philologues vont s'empoigner sur un texte difficile transmis par un seul manuscrit. Les empoignades vont même jusqu'à la forme du titre en grec. Mais il faut, à l'imitation de Galien, ne pas se chagriner. Merci, merci. Alors, justement, puisque vous nous avez vraiment mis l'eau à la bouche avec tous ces traités, est-ce qu'on pourrait faire le point de ceux qui existent en édition française dans la collection des universités de France? Et puis ceux qui seront... Et ceux qui viendront bientôt. Je le ferai plus rapidement, car je ne voudrais pas retenir trop longtemps le public, ni trop faire rougir l'héroïne de cette soirée par mes éloges, bien qu'ils soient objectifs. Véronique a le mérite d'avoir inauguré l'édition du Galien dans la collection des universités de France. C'est incontesté et incontestable par 2 éditions que je qualifierai de magistrales. Le premier volume paru est le tome 2, Galien, exhortation à l'étude de la médecine, art médical, paru en 2000. Je crois avoir eu d'autres disciples également brillantes dans d'autres branches de l'hellénisme, dont une au moins est présente ici. Mais l'une des particularités de Véronique Boudon, dont je ne connais pas d'autres exemples, a été, écoutez-moi bien, de publier dans ce premier tome à la fois une édition faite lors de son mémoire de maîtrise, l'actuel Master 1, le protreptique, qu'elle n'a pas voulu appeler protreptique, mais exhortation à l'étude de la médecine. Et une édition faite pour sa thèse de doctorat, l'art médical, qui est à Galien ce que sont les aphorismes à Hippocrate. Comme vous le voyez, sa vocation pour Galien fut donc précoce et il a continué avec constance et passion dans sa première voie. L'une des difficultés de l'édition de Galien est que la traduction arabe, quand elle existe, est indispensable pour l'édition. Pourquoi? Parce que cette traduction arabe est généralement faite
sur un manuscrit grec perdu, plus ancien que les manuscrits grecs conservés. Aussi avais-je conseillé à Véronique, dès ses premières recherches sur Galien, d'apprendre l'arabe, ce qui lui a permis de faire de belles découvertes dans des manuscrits arabes de Meshed qu'elle a été la première à utiliser, justement dans son deuxième volume paru en 2007. Ce deuxième volume est le tome 1, comportant une introduction générale sur Galien. Ça, c'est monumental. On attend encore l'introduction générale sur Hippocrate. Et 3 traités dans les 2 traités biobibliographiques, dont les 2 traités biobibliographiques si fondamentaux pour mettre de l'ordre dans l'œuvre immense de Galien. Je n'insisterai pas sur les mérites de cette édition, qui présente pour la première fois, grâce au manuscrit arabe de Meshed et surtout grâce au nouveau manuscrit grec de Thessalonique, un texte complet de ces 2 traités qui jusqu'à présent étaient lacunaires. Et quand vous imaginez qu'il y a une énumération de traités dont parlait Galien, alors on a quand même un complément tout à fait extraordinaire sur l'œuvre de Galien elle-même. À ces 2 premiers volumes parus, si l'on ne revient pas sur le ne pas se chagriner, s'ajoutent 3 autres. L'un est l'œuvre d'une autre de mes disciples appartenant, elle, à la seconde génération, Caroline Petit, sur une introduction à la médecine fort intéressante, attribuée à Galien, mais qui n'est pas de lui. Puis, 2 ouvrages anatomiques de Galien, écrits pour les débutants, édités par un collègue italien, Ivan Garofalo, et traduits par Armel Debru, notre collègue latiniste, spécialiste aussi de Galien. Comme vous le voyez, la publication du Galien dans la collection des universités de France est donc internationale. Pour les ouvrages à paraître, maintenant, un autre Galien sera publié l'an prochain, celui d'un éditeur anglais, John Wilkins, qui publie un long traité sur les facultés des aliments. Nous attendons aussi de Véronique un traité sur la Theria à Pison, et d'Alessia Guardasole, et que j'ai vu tout à l'heure, chargée de recherche au CNRS, l'édition d'un traité pharmacologique. Voilà pour les éditions de Galien. Je ne vais pas plus loin, il y en a d'autres, mais attendons. Merci. Est-ce qu'on pourrait conclure donc, je ne sais même pas si c'est la peine, mais sur l'importance que revêtent ces textes aux yeux des spécialistes, mais aussi ce qu'ils peuvent apporter à l'honnête homme. Mais c'est la question fondamentale. Et véritablement, la question fondamentale, on ne peut pas l'esquiver. Et je rappellerai que dès sa création, vous voyez, je fais des retours dans l'espace et aussi dans le temps. Dès sa création, la collection des universités de France, dite collection Budet, a eu une double vocation. Elle a été fondée, rappelons-le, en 1917, en pleine guerre mondiale, par une cohorte de philologues qui voulaient donner à la France une série d'éditions grecques et latines pour rivaliser avec la collection Teubner. Elle se présentait comme une urgence nationale. Mais par rapport à la collection allemande, elle ajoutait une traduction française, ce qui signifiait aussi, évidemment d'abord, affirmer la présence française, mais une volonté d'intéresser un public cultivé plus large que celui des érudits. Donc la double vocation était inscrite dès l'origine. Elle se maintiendra par la suite, néanmoins. À partir du moment où les exigences de l'édition devinrent plus grandes dans le cadre de la compétition internationale, les notices firent une place plus large à l'histoire du texte, les notes devinrent plus abondantes et plus techniques, et la qualité scientifique des éditions fut améliorée. Certains Budets actuels deviennent
les éditions de référence internationales pour les érudits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et je peux le dire, c'est le cas en particulier pour tous les Galiens qui sont sortis. Ils n'ont pas d'équivalent dans d'autres collections étrangères. Cela étant dit, on peut trouver dans l'œuvre de Galien, déjà publiée, des petits traités délicieux qui peuvent être lus avec beaucoup d'intérêt, non seulement par des médecins, des pharmaciens ou des philosophes, mais aussi par un large public cultivé. Ce que j'ai dit du ne pas se chagriner suffirait à le montrer. Je citerai aussi l'exhortation à la médecine, ou que l'excellent médecin est aussi philosophe, il en a été question tout à l'heure. Manifestement, Galien écrivait de courts traités, destinés à un large public, à côté de traités plus longs et plus techniques. Je vous lirai pour finir un petit passage de l'exhortation à l'étude de la médecine, où Galien fait l'éloge de l'art et condamne son opposé la fortune. Voici ce qu'il dit de la fortune. Dans leur désir de nous éclairer sur la perversité de la fortune, les anciens peintres et sculpteurs ne se contentèrent pas de la représenter sous les traits d'une femme, bien que cela suffise à symboliser la déraison Anoïa, mais ils lui mirent aussi en main un gouvernail, placèrent sous ses pieds une base de forme sphérique et la privèrent également de l'usage de ses deux yeux, illustrant par tous ses attributs le caractère instable de la fortune. Galien, qui admirait son père et détestait sa mère, ne soupçonnait pas qu'un jour il serait ressuscité grâce à une femme. Même si la nature humaine reste la même, comme Galien le dit dans son « Que l'excellent médecin est aussi philosophe », les temps changent. Il faut le constater et somme toute s'en réjouir. Merci. Je voudrais simplement conclure justement en disant que cette biographie est également formidable pour les nombreux retours qu'elle fait au texte, dont certains sont inédits et intérieurement traduits donc, par Véronique dans le corps du texte, qui donne très largement à lire le médecin philosophe. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler. Je ne sais pas si vous avez rapidement quelques questions. Auquel cas, mettez du corps. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, je sais que les contemporains de Galien étaient très religieux. Et en fait, j'aimerais savoir la relation qu'il avait avec la religion antique. La relation avec la religion. Alors, j'ai fait allusion à une médecine des temples dans l'Asclépéion de Pergame, mais cette médecine des temples n'était pas vécue en opposition avec la médecine rationnelle développée par Galien, mais au contraire comme dans une complémentarité très, très pacifique. Galien lui-même s'est défini et présenté comme thérapeutesse, c'est-à-dire comme serviteur d'Asclépios. Et il entretenait lui-même une relation très étroite avec Asclépios, donc l'esculape des Romains, le dieu de la médecine. Et il n'était pas le seul, c'est-à-dire du temps de Galien, on ne pouvait pas ne pas croire, pour répondre à une question célèbre, les Grecs croyaient-ils en leur dieu? Oui, bien sûr, ils y croyaient, et ils y croyaient peut-être de façon plus personnelle qu'on ne l'a pensé, surtout au IIe siècle après Jésus-Christ, mais dans un entretien qu'aura Galien avec Marc Aurèle, et dans les raisons que Galien donnera à Marc Aurèle pour ne pas le suivre en campagne, pour ne pas devenir ce médecin militaire qu'il ne voulait pas devenir, eh bien, Galien va invoquer un rêve d'Asclépios, qui l'empêchait d'accompagner Marc Aurèle sur les rives du Danube. Alors nous, on peut penser que cela tombait très bien, mais moi je suis assez convaincue de la sincérité de ses propos, et en tout cas, Marc Aurèle, lui, n'en a pas douté, et a dit, si c'est Asclépios qui te l'interdit, pas de problème, tu restes à Rome. Moi, Oui. Je voulais juste vous dire que d'abord la lecture de ce livre m'a passionnée, que j'ai été marquée par certains aspects de la vie de Galien. Et ce qui m'a marquée aussi, c'est le fait qu'il ait écrit
qui se soit volontairement blessé ou pour se prendre en fait pour son propre cobaye. Et déjà, ça, j'ai trouvé ça assez fascinant. Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas, comme on dirait aujourd'hui, ce n'est pas gore, hein, ça on peut le dire sans problème. Mais même si j'ai parlé tout à l'heure des intestins de singes, etc. Mais d'abord parce qu'en général, l'histoire finit bien, parce que le médecin est tellement médecin, donc sinon il ne rapporte pas les dénouements trop terribles. Mais oui, il a expérimenté sur lui la saignée, par exemple, il s'est saigné à différents endroits, mais il a expérimenté des plantes qui étaient très agressives, donc il en a fait l'application sur sa propre peau avant d'utiliser l'onguent chez un patient. Il a vu d'ailleurs que ça ne marchait pas, que sa peau était très irritée, donc il ne fallait pas utiliser cette plante-là. Et ce qui est moins satisfaisant, en tout cas pour nos esprits modernes, c'est que parfois il a pris ses serviteurs comme cobayes. Donc là, on est un petit peu moins à l'aise. Mais oui, il y avait cette pratique de l'expérimentation, donc la peira, qui doit toujours accompagner la théoria, la réflexion, de façon à vérifier que cela fonctionne. Dans la qualité donc, du bon médecin, il y a aussi les commentaires d'Hippocrate. Et que nous reste-t-il, disons, comme commentaires de Galien sur Hippocrate? Alors c'est une très très bonne question parce qu'on a très peu eu le temps d'en parler. Mais effectivement, 5 siècles, hein, chronologiquement, séparent Hippocrate et Galien. Mais Galien va consacrer une part, alors pas tout à fait aussi importante, mais presque que celle des traités pharmacologiques. C'est plusieurs milliers de pages consacrées à commenter l'œuvre d'Hippocrate. Et pour la postérité, Galien est d'abord et avant tout le commentateur d'Hippocrate. Et il va jouer un rôle considérable de transmission, c'est lui qui va transmettre la science hippocratique, notamment aux Arabes. Et il va être représenté pendant tout le Moyen-Âge, la Renaissance. Il y a de multiples représentations où on voit Galien, Hippocrate face à face, s'entretenant, Galien étant le disciple d'Hippocrate qui lui délivre un enseignement, mais qui a été cet enseignement présenté par Hippocrate sous une forme tellement aphoristique, justement, qu'il faut l'expliquer. Hippocrate n'est pas simple et on a besoin d'un guide pour comprendre Hippocrate. Et c'est Galien qui va jouer ce rôle-là et qui, pour toute la Renaissance, pour tout le Moyen-Âge d'abord et toute la Renaissance, va être ce passeur de l'œuvre d'Hippocrate. Donc c'est là quelque chose de considérable. Alors qu'est-ce qu'il a commenté d'Hippocrate? C'est qu'il croyait être authentique. Alors, il avait consacré un traité, d'ailleurs, à ces questions, sur les œuvres authentiques et non authentiques d'Hippocrate. Ce traité est perdu. Nous ne sommes pas... Enfin, la critique moderne n'est pas toujours d'accord avec les opinions de Galien en ce qui concerne l'authenticité des traités qu'il considérait, lui, comme étant d'Hippocrate. Mais l'essentiel reste là, c'est que l'on a une œuvre de commentateur absolument considérable qui va faire que les deux, Hippocrate et Galien, vont rester associés jusque dans la chanson de Brassens qui est là, c'est la 4e de couverture. Enfin, on pourrait peut-être ajouter qu'il y avait deux catégories de commentaires. Il y a des commentaires qu'il a fait, moi je pense, et je crois que nous pensons, lors de son premier séjour à Rome, quand il n'avait pas encore sa bibliothèque qui était restée à Pergame. Et ces commentaires-là étaient faits au départ pour ne pas être publiés, mais simplement pour soit des amis, soit des disciples. Parce qu'il a eu des disciples aussi. Et il y a dans le commentaire au pronostic d'Hippocrate par Galien une très belle page qui n'est pas très connue, qui s'adresse directement à ses disciples. Alors,
là, il y a donc une première catégorie de commentaires qui ont été faits lors du premier séjour. Et puis, quand il est revenu à Rome lors du second séjour, où il avait sa bibliothèque qui était à Pergame, même si c'est resté une bibliothèque dormante. Et donc, il y a deux catégories de commentaires que Galien explique très clairement, justement, dans l'un de ses traités biobibliographiques. Et alors, je pense que actuellement, pour la chronologie des traités, on s'en réfère toujours à Hilberg et d'autres qui ont mis ces deux catégories dans la deuxième partie de la vie de Galien, ce qui paraît totalement impossible, puisqu'il n'avait pas sa bibliothèque, c'était lors du premier séjour et pas lors du second. Mais ce qu'il faut ajouter, et puis Véronique pourrait le dire mieux que moi, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il est très difficile d'arriver à dater des écrits de Galien, car il est revenu sur des écrits de jeunesse, et même pour les commentaires, il a rajouté des choses, ce qui fait que c'est pas parce qu'on a, on arrive à avoir une allusion très précise à un temps reculé, ça ne veut pas dire pour autant que l'ensemble du texte a été traité, a été écrit au dernier moment, David Galien. Au contraire, ça peut être pendant la première période et ensuite il est revenu. Alors ça, c'est une des grandes difficultés de Galien, c'est que non seulement il écrivait, et puis quand il a perdu des traités entiers ou des livres entiers lors de l'incendie, il avait assez de mémoire pour les recomposer. Donc c'est une œuvre qui est toujours en mouvement. Et par conséquent, on ne peut pas arriver à avoir des datations traditionnelles comme pour d'autres auteurs, me semble-t-il. Oui, pour être très très brève, c'est le phénomène que l'on appelle des citations croisées. Galien a voulu construire un système, manifestement, et un édifice le plus parfait possible, et il a voulu faire se répondre ses œuvres les unes avec les autres. Et effectivement, il ne faut pas s'arrêter à une référence que l'on peut trouver, d'ailleurs, le plus souvent quand elle est à la fin d'un chapitre ou d'un développement. On a de grandes chances que cette référence ait été rajoutée postérieurement à l'achèvement de l'œuvre en question, et ce qui rend extrêmement délicat la datation des écrits et leur chronologie respective. Mais enfin, je pense qu'on peut faire confiance à Galien. Et on peut faire confiance à Galien quand il nous les présente dans ses écrits biobibliographiques, dans un ordre donné. Et cet ordre donné n'est pas un ordre du hasard. Moi, je pense que c'est un ordre chronologique. Et avant de dater ces traités, il faut relire Galien, relire les traités biobibliographiques dans l'édition complète de Véronique. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore.